Alors j'ai reformulé le titre d'intervention, utilisation anti-environnementale des populations locales, amalgame entre protection de la nature et répression des peuples, parce que c'est avec Laurent Mermet, nous avons discuté ça. Laurent Mermet a été mon directeur de thèse à l'ENGREF, qui a fusionné maintenant avec AgroParisTech, donc aux eaux et forêts. Et j'ai eu également Pierre Grenand, qui était chercheur à l'IRD, qui lui était spécialiste des Amérindiens de Guyane, donc c'est une question à laquelle je suis particulièrement sensible, mais j'ai voulu recentrer sur population locale, puisque moi, à titre personnel, mes terrains sont plutôt en France, et notamment dans les Pyrénées. Mais ce colloque va nous donner l'occasion justement de relancer une réflexion que nous avions déjà eue avec Laurent Mermet, puisque nous méfions toujours des propos un peu généralisateurs. Ce qui va nous intéresser, c'est comment parfois des politiques de protection de l'environnement sont disqualifiées car justement représentées comme une oppression des populations locales. Donc bien sûr, ça pose la question de qui est légitime pour parler au nom des populations locales. Qu'est-ce qu'on appelle population locale? Et souvent, comment le localisme, en quelque sorte, est opposé à l'environnementalisme. Donc, à travers le cas de l'ours dans les Pyrénées, avec justement, en troisième partie, une extrapolation par rapport aux populations autochtones, je vais essayer justement de présenter quelques angles morts des études environnementales où justement il nous paraît pertinent de complexifier les catégories et justement de voir comment on peut révéler l'hétérogénéité des populations locales et aussi des populations dites autochtones, puisque dans ces populations-là, bien sûr, il y a des fractures internes. Donc dans un premier temps, justement, je reviendrai sur le fait de savoir si la protection de l'ours dans les Pyrénées s'est-elle faite contre les populations locales. Ensuite, justement, nous verrons comment on peut voir qu'il y a des populations locales contre d'autres populations locales, parce que justement, qu'est-ce qu'on va appeler ces populations locales? Et on va voir qu'en fait, les politiques environnementales divisent à toutes les échelles, et pas seulement au niveau local. Et puis justement, je terminerai par quelques extrapolations, quelques questions de recherche, et puis ça lancera également le débat. Alors, tout d'abord, un petit cadrage, sinon c'est un peu sombre, je m'excuse, pour que vous ayez un petit peu quelques repères sur la situation de l'ours dans les Pyrénées. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'ours a toujours été présent dans les Pyrénées, puis sa population a régressé. Et vous voyez ici l'ultime bastion dans les années 90 de l'ours, entre guillemets, là aussi dit autochtone, l'ours pyrénéen, qui lui a survécu, a laissé que quelques individus, et à l'heure actuelle il ne reste plus, donc au début des années 90 il restait moins d'une dizaine d'individus, et en 1995 il restait même plus qu'une seule femelle, la fameuse cannelle, qui est devenue un peu une star de la biodiversité malgré elle, puisqu'elle a été tuée par un chasseur. Et donc voilà cette origine de cette population qui s'est étiolée. Et en 1996-97 puis en 2006, il y a eu un programme de réintroduction, mais pas du tout dans ces territoires-là, beaucoup plus à l'est, dans les Pyrénées centrales, où justement le contexte géopolitique permettait de faire une réintroduction, ce qui n'était pas le cas ici. Je n'apporterai que quelques éléments, je n'ai pas le temps de revenir trop dans les détails. Et d'ailleurs, ces ours qui ont été pris en Slovénie, il y a eu 3 ours, puis ensuite 5 ours, se sont principalement développés. Et à l'heure actuelle, on estime la population d'ours dans les Pyrénées à une quarantaine d'ours. Ils sont tous majoritairement issus de ces ours-là. Il y en a qu'un qui est un petit métis, entre guillemets, puisque la dernière ours pyrénéenne, elle s'est reproduite avec un jeune et vigoureux mâle d'origine slovène qui lui a migré justement dans ce territoire-là en mâle de femelle. Et donc c'est le seul vestige de cette présence antérieure d'ours dans les Pyrénées. Et
justement, ce qui va être intéressant dans cette question-là, c'est que le contexte géopolitique n'a pas permis de réintroduire des ours là où ça aurait été nécessaire, entre guillemets, pour sauver le bastion historique, parce que justement, on a instrumentalisé des populations locales pour verrouiller la protection de l'ours. Et ce que j'ai trouvé intéressant, parce que moi j'ai travaillé sur les deux, parce que ça fait deux tableaux, si vous voulez, qui ont fini par se mélanger. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, là, cette problématique de l'ours va être révélatrice de l'utilisation du thème de l'environnement comme confiscatoire des territoires. Et je vais vous donner quelques citations, parfois un petit peu anciennes et d'autres un peu plus récentes, notamment une citation de Jean Saint-Josse. Alors je pense que seuls les moins de 20 ans peuvent connaître, puisque Jean Saint-Josse était le fondateur de CPNT, Chasse, Pêche, Nature et Tradition, il est originaire du Béarn, et donc pas très loin, et justement ça a été un opposant historique à l'ours des Pyrénées, un défenseur justement de la ruralité, et donc il écrit en 1990 dans la Gazette officielle des chasseurs, l'ours est devenu le problème symbole, geler de vastes territoires et interdire la chasse, et interdire la chasse, c'est pour cela que les territoires, les montagnards, élus ou non, hommes, femmes et enfants, se sont levés d'un même élan et luttent farouchement pour que ne soient pas rayés de la carte. Rien que ça, pour ne soit pas rayés de la carte, les vallées d'Aspe, d'Ossau et Barretous, qui sont les vallées béarnaises dans lesquelles ont survécu les derniers ours. Donc on voit comment, justement, l'opposition à la protection de l'ours devient presque une question existentielle. Autre citation, alors cette fois-ci d'une éleveuse, d'une association anti-ours, mais dans des territoires qui ont été fréquentés par des ours de la réintroduction, dans les Hautes-Pyrénées. Elle écrit « On sent bien que ce sont nos territoires qui sont convoités pour servir à autre chose. On a trop laissé la parole à d'autres qui n'avaient pas nos références historiques, culturelles, à d'autres qui n'étaient pas issus du milieu agricole, rural pyrénéen. Il fallait qu'on reprenne l'initiative. C'est nous les Pyrénées, c'est pas eux. C'est pas eux qui vont nous imposer ça. » Donc, affirme cette éleveuse. En mettant bien en avant le côté légitimité liée à des racines agricoles. Donc ceux qui n'auraient pas ces racines agricoles seraient donc moins légitimes et par définition peut-être un peu moins locales. Dans un deuxième temps, justement, on va essayer de complexifier cette catégorie de population locale, puisqu'on va voir qu'il y a population locale contre population locale. Et on va voir aussi que il va y avoir un jeu d'échelle. Et aussi, comme on dit en géopolitique, un jeu sur les représentations et une mise en scène des acteurs. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans le Béarn, en fait, il y a eu un certain nombre de problèmes qui se sont posés, puisque pour simplifier, au moment où la protection territoriale de l'ours s'est mise en place, au sein même de l'État, des administrations agricoles, des administrations de l'environnement, il y a eu de très grosses tensions. Mais à partir de 1988, le discours de l'État est devenu uniforme, c'est-à-dire c'est la protection de l'ours qui l'emporte. Mais les agents du ministère de l'Agriculture qui portaient notamment des projets d'aménagement de pistes qui détérioraient le milieu de l'ours ont en quelque sorte décentralisé l'opposition qu'ils portent en interne vers des populations locales, et ils ont identifié un certain nombre d'acteurs, à commencer par maintenant le célèbre Jean Lassalle, qui a fait toute sa carrière sur l'opposition aux politiques de protection de la nature et une forme d'affirmation territoriale. Et donc je cite Jean Lassalle, justement, qui a été en quelque sorte cornaqué par un haut fonctionnaire du ministère de l'Agriculture. Et donc, je raconte, c'est Jean Lassalle qui parle. Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, Jean-Pierre Gérondeau, est alors venu nous présenter Henri Olagnon. Henri Olagnon, qui était enseignant ici, qui, d'après lui, pouvait... Voilà, mais bon, il a été enseignant. Non, j'ai dit il a été enseignant ici. Henri Olagnon, qui, d'après lui, pouvait peut-être nous aider. J'ai vu en lui quelqu'un qui pourrait nous comprendre. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est vous qui avez raison. Donc c'est vous qui avez raison. Vous n'avez pas le vocabulaire pour l'exprimer. Vous n'avez pas les moyens de le mettre en œuvre. Tout cela appelle un peu de technique, un peu de science que l'on peut vous apporter. C'est bien sûr la démarche patrimoniale, qui sur le papier est un beau dispositif. Mais quand on voit que, normalement dans ce dispositif paritaire, certains sont plus égaux que d'autres, on comprend bien les échecs. Et en partie l'échec de la protection de l'ours dans les Pyrénées béarnaises historiques. Alors j'ai aussi travaillé, moi, sur qui étaient les leaders d'opinion.
Et notamment ceux qui mettaient en avant le fait que nous sommes les populations locales et on veut nous opprimer avec les ours. Et ce que j'ai remarqué, c'est que en fait, beaucoup de ces leaders des populations locales étaient des gens qui avaient des origines exogènes, souvent même qui n'étaient pas issus du milieu agricole, et qui se faisaient des porte-paroles. Souvent, peut-être parce que eux-mêmes, quand ils sont arrivés dans ces territoires-là, souvent c'était des néo-ruraux, n'ont pas toujours été bien acceptés et ont justement tout fait pour être bien acceptés par ces populations. Et souvent, comme ils ont un très bon capital culturel et souvent un très bon bagage intellectuel, puisque certains, l'éleveuse dont je parlais tout à l'heure, en fait, elle est toulousaine et elle avait fait une thèse de sociologie. Et c'est en faisant sa thèse qu'elle a rencontré un éleveur et elle a fait corps avec les populations locales et elle-même est devenue population locale. D'ailleurs, beaucoup de ces leaders étaient membres de la Confédération paysanne, et le sont toujours d'ailleurs, ce qui fait que, alors ça c'est un autre débat, la Confédération paysanne a un débat en interne extrêmement rude qui a été tranché pour un positionnement contre la protection des grands prédateurs. Et ce qui est intéressant aussi de voir dans ces questions-là, c'est de voir une relative mansuétude des pouvoirs publics par rapport aux opposants, parce que justement ils mettent en avant le côté c'est nous population locale. Par exemple en 2003 il y a eu des tensions dans les Hautes-Pyrénées et des éleveurs ont manifesté et devant la préfecture de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées ils ont rien de moins qu'incendié un drapeau français et un drapeau de l'Union européenne. Ce qui, je pense que si c'était fait à l'heure actuelle, pourrait poser question, mais ça posait déjà la question. Hein. En 2006, juste avant la seconde opération de réintroduction, enfin de renforcement à Arbas, donc vous voyez, qui est dans les Pyrénées centrales, plusieurs éleveurs, alors encadrés par des élus qui étaient un petit peu en retrait, ont saccagé le village, incendié notamment une statue d'ours, dégradé la mairie, et puis plus récemment. Donc ça c'était la population d'ours. Ah oui, j'ai oublié de parler de ça. Alors on voit pas, je suis désolé. Hein. Plus récemment, je suis vraiment désolé, on voit pas, mais il y a trop de lumière ici. Vous avez peut-être entendu parler? Ouais. Non, j'ai déjà présenté ces diapos dans des milliers de conférences. Voilà, merci. Donc, juste ce que je voulais dire, vous en avez peut-être entendu parler, c'est une espèce que moi j'appelle la mise en scène corse, c'est-à-dire que vous avez eu des hommes armés, cagoulés à la façon des indépendantistes corses, qui donc ont envoyé une cassette à la Dépêche du Midi, donc canard local du sud-ouest, enfin régional, et c'est passé dans le 13h, ensuite avec un fort accent ariégeois où il disait que nous, les populations pyrénéennes, nous voulons pouvoir être libres de nos mouvements, nous sommes contre ces ours que l'on a réintroduits. Alors bon, je reviendrai peut-être un peu plus sur ces questions-là. Alors il y a par contre des enquêtes qui ont été menées là cette fois-ci par la gendarmerie, et au moment où il y a eu des perquisitions, une association, on va dire, locale opposée à la protection de l'ours, qui s'appelle l'ASPAP, l'Association pour la sauvegarde du patrimoine Ariège-Pyrénées, a dit que c'était un scandale, qu'on revenait dans les heures les plus sombres de notre histoire. Bon, il faut voir que les hommes sont armés et souvent ils ont des armes quand même qui peuvent être assez impressionnantes. Tout ça pour dire également qu'en fait ces populations dites locales, évidemment, elles sont divisées. Il y a un point sur lequel aussi j'ai oublié de parler, et ça je pense que ma diapo on la voit, oui, on la voit, c'est aussi une forme d'idéalisation du discours des populations dites locales, alors bien sûr de certaines populations locales, et au moment où justement la population d'ours avait beaucoup diminué dans les Pyrénées béarnaises, en fait des disciples de la démarche patrimoniale et d'Henri Olagnon ont été sollicités pour faire une évaluation. Alors ça fait quarantaine d'années qu'il y a une expertise scientifique validée internationalement et même parfois validé y compris par des acteurs locaux, qui débouchaient sur le fait que les ours, en fait, la population diminuait. Hein, localement, la population diminuait. Et eux, ils font un rapport, en fait, où vous voyez ici, donc là, ils mettent d'un côté la connaissance scientifique, hein, technico-scientifique, l'évaluation de la population ursine, et puis ici, sur le même plan, hein, évaluation par certains Valéens de l'évolution de la population ursine. C'est-à-dire qu'on va mettre sur le même plan deux connaissances qui n'ont rien à voir, alors que bien évidemment, ici, regardez la précision, hein, les courbes ne sont pas réalisées à partir de données scientifiques. Si l'une, oui, mais pas l'autre. Vous voyez, si j'en reviens justement sur la division, d'accord, sur la division
de ce qu'on appelle les populations locales. Donc là, vous notez bien, c'est évaluation par certains Valéens, c'est-à-dire certains de ses habitants. En fait, on s'aperçoit que dans les Pyrénées, l'ours est très populaire. Est très populaire. Alors, justement, on parlait des indicateurs tout à l'heure, donc ce sont des choses qui ne sont pas forcément faciles à évaluer. Et l'ours n'est pas populaire uniquement auprès des touristes ou des urbains extérieurs, y compris quand on va sur place au niveau... certes, il l'est moins dans les professions agricoles, mais dans ceux qui constituent les autres on va dire professions, c'est-à-dire la majorité de la population, très souvent il est assez populaire. Alors il y a eu quelques indications chiffrées malgré tout qui sont arrivées. Alors ce sont des sondages qui ont été faits, alors bien sûr avec tout le côté critique que l'on peut apporter à des sondages, mais jusqu'en 2005, il y a eu un sondage 2003, 2005 sur toutes les Pyrénées, et c'est pas uniquement des sondages qui ont été faits en France, ou bien qui ont été faits en incorporant Toulouse, non, ce sont des sondages qui ont été faits en prenant justement la frange des communes montagnardes. Jusqu'en 2005, eh bien, la plupart des habitants, y compris en zone de montagne, sont favorables à près de 75%, non seulement à la présence de l'ours, et aussi au programme de réintroduction. Alors après, ça baisse un petit peu, mais c'est toujours favorable. Il y a un changement, il y a un nouveau sondage qui a été fait en 2008, parce que vous voyez, on a refait des sondages, ça bien sûr. Et en 2008, la tendance reste la même dans l'ensemble. Il y a une nuance, c'est qu'en Ariège, là en revanche, l'opposition devient majoritaire, à 58%, elle devient majoritaire, mais il faut voir que justement l'Ariège a été un bastion historique justement de l'opposition au programme de réintroduction. C'est aussi là qu'on a beaucoup de néo-ruraux, et c'est aussi là où on a aussi justement beaucoup d'activistes avec un réseau social assez important. Mais bon, je n'ai pas le temps de trop développer. Et puis par ailleurs, pour donner des informations beaucoup plus récentes, alors que les élus et leur instance représentative, qui est le comité de massif, jusqu'à maintenant, étaient toujours très hostiles ouvertement à la réintroduction et au renforcement des populations d'ours, là, en l'été 2016, il y a eu un tournant, puisqu'il y a eu un vote. Et en fait, le vote est arrivé à une espèce de statu quo, et ça a été une première, ce qui fait que ce qui a été majoritaire, ça a été les points de vue favorables ou neutres. C'est-à-dire qu'il y avait 3 points de vue possibles: on ne fait rien, on est hostile, ou bien on réintroduit activement. Et jusqu'à maintenant, c'était la voie hostile qui était dominante. Et maintenant, on voit que c'est la voie favorable ou neutre, si on les adjoint, qui deviennent majoritaires. Alors maintenant, quelle extrapolation et quelle question de recherche cela peut poser? Alors ce qui est intéressant aussi, et ça va faire la jonction avec les populations autochtones, c'est que Jean Lassalle, que vous ne voyez pas bien ici, Jean Lassalle, qui souvent est présenté comme un gentil berger, et bien sûr tout sauf un gentil berger, il est quand même assez tenant d'une forme de populisme rural montagnard, et en fait il a construit sa carrière sur un discours de réaction anti-environnementale. Il suffit de voir ses connexions avec les anti-loups dans les Alpes, les anti-Natura 2000 partout en France. Et en fait, il est à la tête d'une association qu'il a fondée, qui s'appelle l'association de défense des populations montagnardes, où justement il cherche un petit peu à diffuser ce discours-là et créer une espèce de fédération. Alors, est-ce que les populations locales et autochtones sont les meilleures protectrices de la nature? Donc ça fait un peu débat avec ce qui a été dit avant. Eh bien, oui et non. On ne peut pas dire ça de manière catégorique. Je vous renvoie alors à l'excellent film, à un passage qui est très, très symptomatique, adaptation de Spike Jonze, où vous avez un moment, alors je raconte juste la scène très brièvement parce qu'elle est assez croustillante, où on voit en fait un garde d'une réserve en Floride qui tombe sur un trafiquant notoire qui a différentes espèces d'orchidées, de plantes toutes protégées. Et il est accompagné d'Indiens séminoles. Et en fait, le garde lui dit: mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Il lui dit: ah oui, vous savez, nous autres écologistes blancs, on n'a pas le droit de faire ça. Mais comme vous voyez, c'est pas moi, je suis accompagné par des Indiens séminoles, et eux, il y a eu différentes jurisprudences qui montrent que eux, ils ont le droit. D'ailleurs, leur chef a tué une des dernières panthères de Floride, et justement, comme c'est une population autochtone, eh bien, ça a été dit que lui, il avait le droit. Alors bien sûr, comme c'est un film, le trait est un peu marqué, mais ceux qui travaillent sur ces différentes questions voient que, en effet, comme ça a été dit précédemment, c'est vrai, les populations locales dans leur ensemble, et enfin les populations autochtones peuvent être des alliés tout à fait actifs à la protection de la nature, mais pas toujours. Pas toujours, puisqu'ils ne représentent pas un bloc monolithique.
Par ailleurs, en plus, très souvent, ils ne sont pas tous complètement isolés. Il y a des phénomènes d'acculturation avec un seul C, c'est-à-dire où parfois ils ont perdu leur culture, ou bien d'acculturation avec deux C, ou bien leur culture s'est un petit peu métissée avec la mondialisation, les cultures dominantes à proximité, et ça reste des êtres humains. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a une population autochtone qu'on n'est pas vénal, qu'on est vertueux, et qu'on n'a pas des pratiques qui peuvent tout à fait évoluer. Hein. En France, on a eu une agriculture traditionnelle, et les descendants de cette agriculture traditionnelle sont maintenant parfois sur des tracteurs à diffuser des grosses quantités de glyphosate. Donc les choses peuvent changer. Alors en effet, les populations locales et les populations autochtones doivent être obligatoirement associées si on veut que ces politiques de protection soient pérennisées. Mais est-ce qu'il s'agit de donner un blanc-seing systématique? Je pense que ça peut faire débat, et je pense qu'on peut terminer là-dessus. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour cette intervention.